19h, vous regardez Al-Mourad 4 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Dépôt de plainte à la Cour pénale internationale contre le blocus sioniste à Gaza. La Palestine réclame 25 milliards de dollars d'indemnités. Conflit au Soudan, alors que la situation dans la capitale reste précaire, un espoir de paix s'évite au nord du Darfour. Le gouverneur de la région et les forces belligérantes signent un nouvel accord. Et puis, 48 heures après la mort de Naël, l'Hexagone est secoué. Les réactions politiques s'enchaînent entre compassion et récupération. Les chefs d'État de l'Union européenne réunis à Bruxelles, l'UE planche sur les dossiers clivants, l'Ukraine et le dossier migratoire en tête des discussions. Bonsoir à tous, on entame cette édition avec ces images des célébrations du deuxième jour de Eid al-Adha à travers le monde musulman. Des millions de fidèles se sont rassemblés, ont afflué vers les mosquées. Regardez. L'actualité de ce jeudi marquée également par une énième provocation sioniste en Palestine. L'occupation a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa du côté de Bab al-Rahma. Les forces sionistes ont agressé les fidèles et ont également arrêté un bon nombre d'entre eux en ce deuxième jour de Eid al-Adha. La communauté palestinienne des Pays-Bas a participé en présence de députés et d'avocats palestiniens, arabes et européens au dépôt d'une plainte en matière de droits de l'homme devant la Cour pénale internationale contre les autorités d'occupation sionistes et les violations qu'elles ont commises pendant les années de blocus de la bande de Gaza, réclamant 25 milliards de dollars d'indemnisation sur la base d'un mandat de 8 représentants palestiniens. L'affaire a été soumise au tribunal de la Haye par l'avocat français Gilles Devers. La Serbie a réitéré ce jeudi son soutien au processus dirigé par l'ONU dans le but de parvenir à une solution juste et durable au conflit au Sahara occidental. À l'occasion d'une audience accordée à l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Fatah Mahrez, le ministre des Affaires étrangères serbe a confirmé la position de la Serbie sur la nécessité d'un règlement pacifique de tous les différends. Cette mise au point du chef de la diplomatie serbe signe le retour de son pays à la légalité internationale concernant la question sahraoui et porte également un coup aux affabulations du Merzen et son plan d'autonomie. Alors qu'à Khartoum, la situation est de plus en plus précaire en raison de la transgression quasi quotidienne de toutes les trêves, même en période de l'Aïd. Au nord du Darfour, quelques prémices laissent entrevoir un espoir de paix après la conclusion d'un accord entre les forces belligérantes selon son gouverneur, Leila Gertal. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'enlise de plus en plus et les trêves deviennent de plus en plus fragiles. Même l'Aïd al-Adha ne semble pas pouvoir faire l'exception et ce, en dépit de la sacralité de la paix en ce jour de fête pour la communauté musulmane. Le Darfour du Nord semble cependant faire l'exception. Le gouverneur de la région, Nimr Mohamed Abdurrahman, a annoncé qu'un accord a été conclu pour mettre fin au combat entre les parties belligérantes du conflit dans cette région au nom de la paix et de la stabilité.
Nous, au sein du gouvernement de l'État du Nord Darfour, nous nous sommes assis les uns avec les autres dans les administrations civiles, les organisations de la société civile, la police ainsi que les syndicats de jeunes et de femmes. Et nous avons formé un comité pour arrêter les combats dans l'État du Nord Darfour. Et nous avons conclu que nous n'allons pas gagner des combats, mais plutôt perdre. Si pour le moment l'annonce de cet accord laisse les observateurs quelque peu mitigés, craignant un ultime effet d'annonce, le gouverneur du nord du Darfour le veut comme le premier pas vers une paix durable sur l'ensemble du territoire soudanais. Avec l'accord de toutes ces parties et d'autres, et dans l'intérêt de la paix et de la stabilité des citoyens, nous avons présenté un modèle de sécurité et de sûreté, et nous espérons mettre en œuvre notre expérience dans toutes les parties du Soudan. Pas plus loin que le 28 juin, au premier jour de célébration de l'Aïd, un cessez-le-feu devait entrer en vigueur. Toutefois, des tirs et des explosions ont secoué de nouveau la capitale. Au total, depuis le début du conflit en avril dernier, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au Soudan, tandis que 600 000 autres ont fui le pays, principalement vers les pays voisins. L'ONU et les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, mettant en garde le pays contre une grave crise humanitaire. Ceci en précisant bien sûr que l'arrivée de la saison des pluies risque de mettre en péril leur capacité d'action alors que 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Malgré la situation tendue que connaît le pays depuis le 15 avril dernier, les Soudanais ont célébré l'Aïd à Khartoum et dans les grandes villes du pays dans une ambiance triste et tendue. Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo ont tout de même adressé un message à la nation. Pour rappel, en raison du conflit, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées, tandis que 600 000 ont fui le pays, principalement vers l'Égypte et le Tchad. On écoute ce témoignage. On communique, on essaye de communiquer de temps en temps. Depuis le début des événements, depuis le Ramadan, la communication est faible avec eux. Mais quand on arrive à se parler, on ne comprend pas tout, la connexion est faible et l'appel est souvent interrompu. Je les appelle, ils m'appellent, tout n'est pas compris de leur côté. La situation économique du Maroc reste tributaire du financement du budget de l'État, plus que jamais dépendant de la dette extérieure. Selon un rapport émis par AGR, Rabat devra trouver pas moins de 13,2 milliards de dollars avant la fin 2023 pour remplir les caisses du Trésor. Kherdin Batash. 13,2 milliards de dollars avant fin 2023. C'est le montant des besoins bruts du Trésor marocain, selon un rapport mensuel émis par Etijari Global Research. Rabat a en effet du mal à financer le budget de l'État. Pris dans les taux de la crise économique, le Maroc devra en plus débourser plus de 4 milliards de dollars pour colmater les brèches, déficit budgétaire et arriéré du Trésor au titre de la loi de finances 2023. Le hic, c'est que le Maroc, qui est pris à la gorge par un endettement extérieur record, devra également trouver des bailleurs de fonds à l'étranger pour garantir une bonne partie de ce montant, près de 3 milliards de dollars. Problème, le pays multiplie les lignes de crédit, 2,5 milliards de dollars en emprunts obligataires, près de 5 milliards de dollars chez le FMI. Le niveau d'endettement du Maroc inquiète les marchés internationaux et les créanciers du pays, car dans le même temps, les besoins en financement du budget ne cessent de croître sous l'effet de la hausse incontrôlée des importations et à leur tête celles liées à l'énergie et aux céréales. Frappé par une sécheresse sans précédent, le pays a vu sa production de céréales fondre comme neige au soleil. Une prime à l'importation sous forme d'un système de restitution à l'importation de 25 millions de quintaux de blé tendre entre le 1er juillet et le 30 septembre a même été décrété par l'ONIC pour permettre, selon le président de la Fédération marocaine des négociants céréales et légumineuses, de donner de la visibilité aux professionnels en sus du cadre adéquat pour recommencer à importer. On va parler sécurité à présent. Les participants au sommet quadripartite tenu à Luanda, la capitale angolaise, ont décidé de mettre en place un cadre de coordination des actions des forces déployées dans l'est de la République démocratique du Congo en proie aux violences et à l'instabilité sécuritaire. Le leadership de ce cadre a été confié à la RDC qui doit s'approprier tout le processus de paix avec l'appui de l'Union africaine.
Et moins d'une semaine après la mutinerie du groupe Wagner à Rostov en Russie, Vladimir Poutine effectue ce jeudi une visite à la République du Daghestan. Le président russe a eu droit à un bain de foule, le premier depuis 3 ans. Des images assez surprenantes. On y voit le président Poutine s'approcher de nuit d'une foule compacte de plusieurs dizaines de personnes qui l'acclament sur une place de la capitale régionale. Et puis, je vous le disais en titre, la diplomatie algérienne a réagi avec choc et consternation à la disparition du jeune Naël et les circonstances préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue. Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué ses condoléances à la famille de l'adolescent, ajoutant faire confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection. La diplomatie algérienne assure continuer à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique. 48 heures donc après le drame qui a ôté la vie à Naël, 17 ans, l'Hexagone vit au rythme des scènes de chaos. Dans différentes villes, la tension ne baisse pas. 40 000 policiers sont mobilisés au moment où les réactions politiques se sont enchaînées entre compassion et récupération. Safwan Ben Sabré. Des voitures brûlées, des batailles rangées entre forces de l'ordre et manifestants, des commissariats saccagés et désertés par les forces de l'ordre. Des scènes de guerre civile animent depuis 48 heures plusieurs villes françaises suite au meurtre de Naël, 17 ans. L'émotion suivant le drame a vite laissé place à une succession de réactions politiques entre compassion et colère partisane. L'affaire Naël a exacerbé des clivages déjà présents. L'exécutif, quant à lui, est divisé sur la question. Pour le président français, la mort du jeune Naël est inexcusable et demande à ce que justice soit faite. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille. Suivi par Elisabeth Borne, qui estime que l'intervention policière sort de tout cadre légal. Une prise de distance qui n'a pas été appliquée par le ministre de l'Intérieur, qui lui a témoigné sa solidarité avec les forces de l'ordre. L'extrême droite avec à sa tête Éric Zemmour appelle tout simplement à la mise en place de l'état d'urgence au vu de l'embrasement que connaît le pays. Les événements qui secouent la France et les réactions politiques qui s'en suivent témoignent d'un virage à droite inexorable de la scène politique française, doublé d'une polarisation des extrêmes à droite et à gauche. Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir suite à une dislocation de la droite et de la gauche classique, pourrait laisser derrière lui un vide que les extrêmes s'empresseront de combler. Par la voix de sa diplomatie, l'Algérie a condamné dans les termes les plus fermes l'acte perpétré par des extrémistes suédois ayant consisté à brûler le Saint-Coran devant la grande mosquée de Stockholm, et ce sur autorisation des autorités suédoises. Le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué un acte odieux et irresponsable. Alger a de ce fait exprimé son refus catégorique de ces tentatives de provocation survenues au premier jour de Eid al-Adha. Et cet acte n'est pas le premier en date en Suède, un pays dont une partie de la population n'hésite plus à recourir à ce genre de provocation islamophobe pour afficher une hostilité sans fondement à l'égard de l'islam, une hostilité souvent permise par Stockholm. Naïla Hamouda. L'image a fait le tour du monde. Au pied de la plus grande mosquée de Stockholm, un trentenaire d'origine irakienne brûle plusieurs pages d'un exemplaire du Coran après l'avoir piétiné. Un autodafé au premier jour de l'Eid al-Adha et en plein pèlerinage à la Mecque, autorisé par la police qui ne voit pas de risque de trouble à l'ordre public. Les autorités ont porté plainte contre l'homme pour incitation à la haine. Ce n'est pas la première fois que les autorités suédoises approuvent une action similaire. En janvier dernier, un extrémiste de droite danois avait brûlé une copie du livre saint près de l'ambassade de Turquie à Stockholm. Ce nouvel acte haineux et raciste n'a pas manqué d'alimenter la colère des pays musulmans. L'Algérie dénonce un acte scandaleux. Cet épisode pourrait bien avoir des conséquences géopolitiques, car la Suède s'apprête à entamer de nouveaux pourparlers en faveur de son adhésion à l'OTAN. Mais la Turquie, qui oppose son droit de veto en raison de sa politique d'asile envers les militants turcs du PKK, a jugé cet acte d'inacceptable.
Pourquoi donc une partie de la Suède s'acharne-t-elle contre le livre saint des musulmans? Et pourquoi les autorités se montrent conciliantes envers des pratiques qui s'apparentent vraisemblablement à de l'islamophobie? La question reste en suspens en attendant une prise de parole au plus haut niveau de l'État suédois. De nombreuses condamnations ont été recensées. La Turquie a d'ailleurs fustigé la Suède pour avoir autorisé un tel acte de provocateur. La Palestine, l'Irak et l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran ou encore l'Égypte ont dénoncé une incitation à la haine. Le Parlement arabe a de son côté appelé au boycott de tous les produits suédois. L'Organisation de la coopération islamique n'a pas manqué de condamner l'autodafé du Saint-Coran, ajoutant que ces actes sont contraires aux efforts internationaux visant à diffuser les valeurs de tolérance et à mettre fin à l'extrémisme. De son côté, Washington dénonce les faits sans toutefois remettre en question les choix des autorités suédoises d'autoriser de tels actes qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. On écoute cette déclaration du porte-parole adjoint du département d'État. Nous avons toujours dit que brûler des textes religieux est irrespectueux et blessant. Et ce qui pourrait être légal n'est certainement pas nécessairement approprié. En dépit du lancement du processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN depuis le mois de mai 2022, Stockholm peine à avancer dans le dossier en raison des objections émises par la Turquie et la Hongrie, des rebondissements qui interviennent à quelques jours du sommet de l'Alliance Atlantique à Bruxelles et à Vilnius. Amin Tota. Le drapeau suédois flottera-t-il dans le ciel de l'OTAN? Stockholm peine à se faire une place parmi les 31 de l'Alliance Atlantique. Les portes du traité transatlantique demeurent toujours fermées, et ce malgré l'adhésion du voisin finlandais et une candidature officielle de la Suède formulée depuis plus d'une année, ainsi qu'un balai et une pression diplomatique intense sur la question de l'entrée de la Suède à l'OTAN. Dernière en date, la rencontre entre le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, avec le président français Emmanuel Macron. Paris exhorte la Hongrie et la Turquie à ne pas bloquer la démarche suédoise avant la réunion de Bruxelles et le sommet de Vilnius, prévu au début du mois de juillet, dont la Suède participe aux travaux. Pour Ankara, les choses sont claires. Les autorités suédoises doivent faire des concessions quant au soutien de Stockholm au groupe kurde jugé comme organisation terroriste par la Turquie. S'ajoutent à cela les derniers développements de l'acte islamophobe visant à brûler un exemplaire du Coran à proximité d'une mosquée dans la capitale suédoise. Un acte autorisé par les autorités du pays scandinave, mais fermement dénoncé par la Turquie. Des obstacles qui ne se limitent pas à un seul pays, car le Parlement hongrois vient d'ajourner le vote sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN, prévu initialement la semaine prochaine, ce qui retarde de facto et de jure la ratification de Budapest de la décision de l'OTAN. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles aujourd'hui et demain pour leur habituel sommet de fin du mois de juin. De nombreux dossiers, à l'instar du conflit en Ukraine, du budget européen ou encore l'épineuse question de la gestion des migrations, sont à l'ordre du jour. Sohila Kelal. Les leaders européens comptent renouveler leur soutien à Kiev dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie. Cet engagement de l'UE pourrait prendre la forme d'une aide militaire supplémentaire, s'élevant à 3,5 millions d'euros. Mais ces moyens supplémentaires pourraient se révéler insuffisants à long terme. La Commission européenne cherche donc à trouver la bonne solution juridique pour pouvoir utiliser les avoirs russes gelés afin de financer les besoins de l'Ukraine. Nous ne faisons que suivre de près ce qui se passe. Mais c'est maintenant le moment de continuer à soutenir l'Ukraine plus que jamais. Et c'est ce que nous ferons. Concernant la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et ce que cela implique en termes de sécurité pour le vieux continent, le président du Conseil européen Charles Michel a signifié que la demande ukrainienne d'ouverture des négociations d'adhésion dès cette année interviendra lorsque les 27 auront fait les réformes nécessaires pour être capables de l'accueillir au sein de l'UE. Nous aurons l'occasion de dire très clairement aujourd'hui que l'UE entend être très active pour garantir la sécurité du continent européen
Et c'est pourquoi nous aurons un débat sur le principe des garanties de sécurité. La politique migratoire était également sur la table des discussions. Plusieurs États membres appellent à une nouvelle approche où seules les personnes éligibles à l'asile pourraient entrer dans l'UE. Concrètement, cela voudrait dire traiter les demandes à l'extérieur des frontières européennes. La présidente de la Commission parle de la nécessité de sortir des sentiers battus lorsqu'il s'agit de coopérer avec des pays tiers et des moyens d'éviter la mort en mer Méditerranée. Nous devons repenser notre coopération avec des pays tiers lorsque nous envisageons la possibilité de procédures d'asile dans des pays tiers sûrs. La situation économique et les relations avec la Chine figurent également au menu des discussions à l'occasion de ce sommet européen qui se poursuivra jusqu'au 30 juin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.